Être indie hacker, c'est le rêve de beaucoup. C'est un peu le haut de la chaîne alimentaire dans le business en ligne. D'un point de vue statut social, t'es au top. D'un point de vue liberté créative aussi. Par contre, d'un point de vue financier, c'est autre chose. En effet, si on prend les chiffres qu'a partagé Marc Lou d'IndiePage, son site vitrine pour indie hackers connecté à Stripe, sur les 270 indie hackers, 30% font 1 dollar, 20% font 1000 dollars. Ça veut dire que 50% sont au-dessous du SMIC. Pour la crème de la crème, à savoir des builders qui savent vendre, ça la fout mal. Et ça, c'est si on considère que cet échantillon est représentatif des indie hackers. Mais je suis sûr que beaucoup n'osent pas afficher leurs échecs en public et ne s'inscrivent même pas sur la plateforme. On nous vendait ça, c'est des indie hackers comme le Graal ultime, mais la réalité, elle est tout autre. La vérité, c'est que 75% galèrent, 20% sont OK, et les 5% restants parviennent à vraiment devenir des boss, autant en termes d'audience que de qualité de produit. Les rares indie hackers qui percent sont hyper médiatisés car ils prouvent que c'est possible. Ça donne l'impression que c'est facile et qu'ils sont partout, alors que c'est des cas exceptionnels qui dépendent, un, d'énormément de travail, et deux, de beaucoup de chance. Il n'y a qu'à voir le cimetière de produits certains ultra canons sur Product Hunt. C'est indécent. Et du coup, il faut qu'on en parle. Pourquoi les indie hackers sont-ils tous pauvres? Hello, je m'appelle Florent Turin et j'aide les développeurs à distribuer leurs produits et scaler leurs revenus. Et dans cette vidéo, on va voir exactement qu'est-ce qui empêche les indie hackers de faire des sous et la solution toute bête pour y remédier. Mais déjà, avant de rentrer dans le cœur du problème et dans les problèmes du modèle, il faut le comprendre. Le playbook du indie hacker est simple et connu de tous. Première étape, tu crées un SaaS qui résout tes propres problèmes, scratch your own itches. Deuxièmement, tu le builds en public, en anglais, sur Twitter, comme ça tu t'exposes dans un marché international. Troisièmement, tu fais tes lancements sur Product Hunt et Reddit, de manière à tester rapidement s'il a du potentiel ou pas. Et quatrième étape, tu fail fast, tu te rates rapidement et comme ça tu recommences jusqu'à ce que ça marche. C'est un plan qui est simple et efficace, qui a fait ses preuves et qui continue chaque jour. Tu mises sur la vélocité amène la quantité amène la qualité et la qualité attire les audiences et se facture. En soi, je trouve ce modèle hyper vertueux pour deux raisons. Premièrement, sa simplicité. Plus un plan est simple, plus il va être simple à suivre. Et deuxièmement, la solitude de l'indie hacker lui permet de prendre la pleine responsabilité de ses échecs et donc d'apprendre 2 fois plus vite que n'importe qui. Et ça, je trouve ça génial. C'est une méthode ultra bourrine pour pouvoir monter en compétences rapidement. Mais tout ça, ça nous amène à la première critique qui est le manque de perspective. Et le mantra des indie hackers, c'est le plus important, c'est d'exécuter. Quelque part, ils ont raison. Il faut se lancer, il faut construire, shipper des produits rapidement et voir où ça bloque. Mais il y a un revers de la médaille à ne jamais s'arrêter. À force de ne faire que construire, on oublie de s'arrêter pour analyser, valider et stratégiser. Prenons un exemple concret. J'ai un petit SaaS que je veux lancer, dans le B2B. Donc je le lance sur Product Hunt, je le build in public et là j'ai pas trop de traction, je sais pas trop ce qui se passe, donc je vais rajouter 2-3 features, je vais modifier un peu la landing page et je relance. Et là toujours pas de retour constructif, toujours peu d'utilisateurs. Du coup j'abandonne et je passe sur une nouvelle idée plus sexy. Ça c'est la réalité des indie hackers et c'est le schéma classique où beaucoup se retrouvent. On accumule les échecs sans analyser les racine du problème. C'était quoi le problème, justement? C'était le message, la conversion, l'acquisition, le marché, le positionnement? On n'en sait rien, en fait. On n'a pas le temps de savoir parce on est déjà sur la prochaine idée plus sexy qui nous attend. T'apprends forcément des choses en échouant. Ok, mais est-ce que t'apprends les bonnes? Si c'était que ça le problème, ça irait. En vrai, ça irait. Mais ça a des conséquences plus profondes. Pour moi, il y a 3 facteurs critiques. Déjà, les indie hackers sont écocentriques. C'est-à-dire que le indie hacker construit souvent pour lui-même en oubliant qu'il fait partie d'une micro-niche de mecs qui ont pas de sous comme lui. Ensuite, je trouve qu'il y a un gros manque de réflexion sur quoi lancer. On n'a pas de réflexion en amont, on crée au feeling, on récupère les idées de notre backlog d'idées. On n'a pas une vraie réflexion où on conscientise pas vraiment quoi lancer et pourquoi. Et un troisième problème, c'est qu'il n'y a pas de cohérence entre les projets. On va passer d'un boilerplate pour dev, à un agent IA pour marketeur, à une appli B2C, à un SaaS B2B. Le indie hacker ne capitalise que sur quelques acquis superficiels à chaque fois. La conséquence, elle est presque non écologique. C'est un immense gaspillage de temps, d'énergie qui mène à un cimetière de produits inaboutis et une confusion totale à chaque nouveau lancement. Le fait que le indie hacker passe du coq à l'âne l'empêche de capitaliser sur ses acquis à chaque fois. C'est jamais la même audience, les mêmes acquis, le même métier. Et ça nous amène au deuxième point. L'absence d'avantages compétitifs. Les indie hackers construisent bien des choses, mais certainement pas d'avantages compétitifs. Parce que leur seul avantage compétitif, c'est leur grande capacité d'exécution. Et l'IA est en train de démocratiser cette compétence comme jamais. Assembler de la tech rapidement n'est plus un avantage. Le vrai problème, c'est que les indie hackers enchaînent les projets sans construire de vrais atouts, de vrais actifs tangibles. Une audience, une mailing list, une marque personnelle, des canaux de distribution, du contenu de grande qualité, des lead magnets. Sans ces actifs, chaque lancement repart de zéro. Sans aucune synergie de produit à produit, le manque d'effets cumulés contribue au manque de résultats.
Ce qui est pas terrible pour construire quelque chose de solide. En gros, ils sous-exploitent leur statut de builder fou. Certains vont dire construire un SaaS, ça se valorise comme une startup, etc. Mais cette dangereuse croyance vient d'une illusion néfaste, qui est notre troisième point, l'illusion du passif. Au lieu de bâtir de véritables actifs, le indie hacker se focalise sur l'idée de revenus passifs. C'est ce qui le pousse à se focaliser sur des micro-SaaS dans l'espoir de toucher un petit abonnement récurrent. Sur le papier, c'est hyper alléchant. T'arrives, tu construis un petit produit, pépouze, les utilisateurs ils s'inscrivent et tu touches des revenus récurrents à vitam aeternam. Nickel. Le problème, c'est deux choses. Premièrement, cette logique est biaisée, dans le sens où le passif n'existe pas. Il y a toujours un coût caché, surtout chez les SaaS, au niveau du support, des features, de l'acquisition, de la rétention, etc. Le deuxième problème, c'est que cette logique t'incite à créer des projets jetables, souvent sans cohérence ni synergie entre eux. Tu repars de zéro à chaque nouveau produit sans capitaliser sur une audience ni marque forte. Résultat, t'as pas d'effet cumulé, t'as pas de croissance durable, et donc t'as pas de revenus récurrents possibles. Sans actifs solides, tu te retrouves avec une suite de micro-échecs qui ne t'apportent que des apprentissages partiels. L'illusion du passif est la cause de bien des maux, car elle fait confondre exécution rapide et création d'actifs durables. Et surtout, elle incite le indie hacker à se focaliser sur des petits gadgets tech au lieu de vraies transformations humaines. C'est cette double problématique, illusion du passif et manque de création d'actifs, qui explique en grande partie pourquoi les indie hackers sont tous pauvres. Du coup, c'est quoi la solution? Je vous ai pas fait toute cette analyse pour vous dire qu'il n'y avait pas de solution. Et en fait, elle est toute simple. Le vrai problème des indie hackers, c'est qu'ils ont trop de liberté. Et à ne pas se mettre de contraintes, ils partent dans tous les sens. Et surtout, ils font tous pareil. Tous les indie hackers sont en train de cibler les mêmes indie hackers, au lieu de se créer leur propre niche, leur propre Eldorado. Du coup, comment on fait pour inverser la tendance? C'est simple, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une niche. Les indie hackers ont juste besoin d'identifier précisément une niche et de ne construire que pour elle. Et miser sur la cohérence entre projets. On va construire des mini-produits, des actifs qui s'empilent, qui va nous permettre de faire grossir une même audience et répondre aux mêmes problématiques, et se positionner comme un vrai écosystème plutôt que comme une succession de MVP jetables. On va transformer le jetable en pièce de l'écosystème, ce qui va nous permettre de ne plus jamais rater un seul produit de notre vie, puisque chaque partie permet de nourrir cet écosystème. Et surtout, on va arrêter d'être linéaire et de vouloir tout monétiser directement avec des produits. L'idée, ça va être d'apporter tellement de valeur qu'on va devenir une référence sur notre niche, et plutôt qu'essayer de monétiser directement un produit, on peut vendre une presta sur mesure d'abord, puis la productiser, parce qu'on aura de la preuve sociale et de la visibilité sur quels sont les vrais problèmes des vrais gens, pas juste des indie hackers. L'idée, ça va être de concevoir un écosystème sur sa marque personnelle, ce qui va nous permettre d'humaniser la distribution. Ce simple changement de perspective va nous permettre de créer de vrais actifs, une audience, une liste email, des leads magnets, etc., etc. De cette manière, on va pouvoir générer un flux continu de leads, d'opportunités financières et se constituer de vrais actifs qui prennent de la valeur sur la durée et s'assurer de ne plus jamais rater un produit de sa vie. La promesse, elle est quand même ultra canon. Ne ratez plus jamais un produit de votre vie parce que chaque pièce fait partie de l'écosystème. Donc bref, pour résumer, un indie hacker, s'il veut faire des sous en 2025, il doit se focaliser. Se focaliser, ça veut dire se nicher, ça veut dire se construire des actifs sur cette niche, ça veut dire avoir des avantages compétitifs. Ça veut dire aussi arrêter de penser de manière linéaire. On va pas faire juste des petits produits de merde, on va faire du gratuit, de la presta et des produits. On va faire une variation de tout ça pour avoir beaucoup d'opportunités en continu. Et enfin, on veut sortir de la niche du indie hacker et on veut builder pour le vrai monde. Essayez de vous trouver, demandez à votre compagne, à votre famille, à vos amis, est-ce que j'ai une connaissance dans mon réseau qui a une industrie sexy où on va pouvoir facturer beaucoup et où il n'y a pas de indie hacker. Parce que tous les indie hackers sont sur la niche indie hacker. Ils sont tech-centered alors qu'ils devraient être real world centered. Ils devraient se recentrer sur le vrai monde. Et c'est ça qui manque aussi pour l'instant. Tout ce playbook, je l'ai théorisé dans une vidéo de 7 minutes que je t'invite à voir en cliquant sur le lien ci-dessous. Je l'appelle la méthode NERDS pour Niching Ecosystem for Revenue Diversification and Scale. Si tu veux devenir un indie hacker 2.0 qui ne galère plus à faire des sous et à vraiment un écosystème scalable, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo et me faire tes retours en commentaire. Je te souhaite une très belle journée. Et j'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur. Si c'est le cas, abonne-toi et lâche un like. À très vite. Salut. Ciao, ciao.